Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce café-conférence forestier. Je vous rappelle que les cafés-conférences forestiers sont une présentation de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, de l'Association des étudiants gradués en foresterie de l'Université Laval et de l'Institut forestier du Canada. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Greg Paradis, qui est un chercheur postdoctoral. Donc, M. Paradis détient une maîtrise en génie forestier de l'Université du Nouveau-Brunswick et membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ainsi que de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Avant de poursuivre un doctorat en sciences forestières à l'Université Laval, il a travaillé pendant plusieurs années comme consultant dans le domaine de la modélisation de la chaîne de valeur de l'industrie forestière. Il est présentement chercheur postdoctoral au sein du consortium de recherche FORAC et cofondateur de la firme Optimalité Globale. Donc, M. Paradis, possibilités forestières et consommation industrielle, risques de rupture et opportunités de collaboration. Merci beaucoup, François. Vous m'entendez tous? Bonjour, merci d'être là. Je suis très content d'être ici pour vous parler d'un de mes sujets préférés, la possibilité forestière, et spécifiquement des interactions entre le processus de planification de cette possibilité-là et le restant de la chaîne de valeur, qui est un sujet que je crois qu'il vaudrait la peine qu'on en discute un peu plus, la possibilité forestière étant si importante dans le processus de planification. Le sous-titre, c'est les risques de rupture et les opportunités de collaboration. Pas pour être alarmiste, mais il y a toujours un risque de rupture en possibilité forestière, sinon on n'aurait pas besoin de la calculer. Et à tout prix, il faut l'éviter. Aujourd'hui, je vais vous présenter des risques de rupture dont on n'a pas souvent discuté, des nouveaux risques, si on veut, qu'il faudrait adresser. Et aussi des opportunités qu'on n'a pas nécessairement discuté dans le passé, que je pense qu'il vaudrait la peine. Alors, sans plus tarder, j'aimerais commencer par faire un rappel que la planification forestière est d'abord et avant tout un exercice fondamentalement économique. L'objectif de la planification forestière étant quand même, et a toujours été, de livrer de la matière première à une industrie pour créer de la richesse. Si ce n'était pas de ça, on n'aurait pas besoin de faire de la planification forestière à une intensité telle qu'on le fait en ce moment. Les autres usages de la forêt pourraient être harmonisés assez facilement si ce n'était pas d'un prélèvement intense de fibres. Alors, la planification forestière est fortement structurée par le calcul de la possibilité. Alors, sans entrer dans les détails, la possibilité forestière, on peut quand même la définir comme étant le volume maximal de fibres qu'on peut prélever en perpétuité sans entamer le capital forestier en croissance à long terme, de sorte à avoir des ruptures de stock ou avoir un impact négatif sur la productivité de la forêt à long terme. Alors, cet exercice-là, en ce moment, c'est quelque chose qui est la responsabilité du forestier en chef au Québec. Cependant, c'est un sujet qui, selon moi, se retrouve au cœur des compétences clés qui sont réservées à l'ingénieur forestier. Alors, c'est pas parce qu'on ne travaille pas pour le bureau du forestier en chef nécessairement qu'on devrait savoir strictement rien sur la possibilité forestière ou encore ne pas s'y intéresser. Comme ingénieur forestier, on peut tous, je crois, contribuer à la discussion et au débat de société de qu'est-ce que ça devrait être et qu'est-ce que ça ne devrait pas être une possibilité forestière. Et ensuite laisser au forestier en chef la calculer. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas fait cet exercice-là, souvent que la possibilité forestière, ce n'est qu'une simulation. Une simulation qui a grosso modo deux composantes. Il y a une composante de récolte, une composante de croissance. En premier, on simule un peu de récolte. Ensuite, on simule une croissance pendant 5 ans. Ensuite, on simule d'autres récoltes. Et ensuite, on simule d'autres croissances. On simule croissance et récolte en alternance, 30 fois. C'est ça un calcul de possibilité. Les hypothèses qu'on pose pour simuler quelle récolte, quelle croissance, ben là, ça, c'est les hypothèses structurantes qui donnent le résultat de la possibilité. Mais essentiellement, elles ont tous cela en commun. La raison pourquoi je veux mettre ça en évidence, c'est que c'est une chaîne. Alors, rendu à la période 30,
notre hypothèse de qu'est-ce qu'on peut récolter et quel genre de croissance qu'il va avoir dépend de tout ce qu'on a fait pour les 29 périodes d'avant. Alors, le plus qu'on procède le long de cette chaîne-là, le plus que l'erreur de nos estimations des itérations précédentes s'accumule. C'est très important de ne pas oublier ça. Si on a des raisons de croire que nos estimations, nos hypothèses sont erronées dès la première période, alors il ne faut pas regarder trop fort ce qui se passe à la 10e période. En ce moment, le modèle qu'on utilise, grosso modo au Québec, pour faire le calcul de possibilités forestières, surestime de 40% la consommation réelle de fibres. Alors, pour ceux d'entre vous qui font pas juste des calculs de possibilités forestières, mais n'importe quel exercice de modélisation mathématique prévisive, savent que quand on fait un modèle pour prédire n'importe quoi, la priorité numéro 1, c'est d'éliminer les sources de biais. En d'autres mots, de calibrer le modèle pour qu'en moyenne, notre modèle donne une réponse qui est centrée sur la moyenne de la réalité du système qu'on essaye de modéliser. Suite à cette calibration-là, il y a encore une erreur. Mais cette erreur-là devrait être distribuée de façon uniforme, en tout cas égale, plus ou moins, d'un côté et l'autre de la moyenne. C'est comme ça qu'on peut utiliser nos modèles prévisifs en se disant, avec le théorème central limite, si on fait assez de prévisions, il y en a qui vont tourner à gauche, à droite, en haut, en bas de la cible, mais en moyenne, au moins, on va être capable d'avoir une connaissance statistique qu'on est quand même dedans. Cependant, là, au Québec, on sous-estime, on surestime systématiquement la récolte. Alors, on ne va jamais récolter toute la possibilité forestière. Qui plus est, on a de très bonnes idées pourquoi on ne va pas chercher toute la possibilité forestière. Parce qu'il y en a des bouts qui ne sont pas accessibles. Il y a des portions de cette possibilité-là qui n'est simplement pas économiquement viable. Il y a d'autres portions de la possibilité qui seraient accessibles et qui pourraient avoir une valeur économique intéressante. Cependant, il n'y a pas de capacité de transformation, il n'y a pas de client. Ou le mélange des essences fait en sorte qu'il y a une surabondance d'une essence qui dépasse le marché local pour cette essence-là. Ce sont tous des raisons que, si on les met ensemble, devraient expliquer en grande partie ce biais-là. Alors là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une séquence de simulation qui vient un peu essayer de capturer cet effet-là. Alors, quel est l'effet de récolter moins que la possibilité? Quand j'ai parlé de ça avant d'avoir commencé, il y a plein de gens qui ont dit tu récoltes moins que la possibilité, le bois va s'accumuler dans la forêt, puis la possibilité va monter plus tard. OK, c'est une hypothèse. On a vérifié ça, c'est vrai, ça fonctionne des fois, d'autres fois ça ne fonctionne pas. Fait que moi, je vais me concentrer un peu sur les cas où ça ne fonctionne pas, puis ça va être ça les risques de rupture que j'ai signalés dans le titre. Alors, dans la première étape de notre simulation, ce qu'on fait, c'est qu'on simule de faire un calcul de possibilité forestière. Dans la deuxième étape, on simule de consommer un sous-ensemble de cette possibilité-là pour simuler le biais que je vous ai montré tantôt. Ensuite, on simule la croissance pour faire avancer le temps. Puis ensuite, on fait croire qu'on fait le prochain calcul. Puis ensuite, on consomme. Puis on fait avancer le temps. Puis on fait le prochain calcul. Puis ensuite, on consomme. Alors moi, je répète ça 30 fois. La petite première barre qu'il y a en haut, si je suis capable de trouver le pointeur, s'il y en a un, il est là. La petite première barre, ça serait la première période du calcul de 30 périodes. Puis là, ben, je le répète, le calcul. Puis tous les graphiques que je vais vous montrer, ça va juste surgérer à l'écran s'il y avait une présentation du forestier en chef qui, typiquement, ne fait que le premier exercice que je vous montre ici, puis il vous montrerait toutes les 30 périodes du premier cycle de planification, le cycle actuel. Mais en ce moment, si vous avez déjà assisté à une présentation du forestier en chef, il ne vous dévoile pas les résultats des 10 prochains calculs. Il n'est pas rendu là. Ben, moi, je fais à croire d'être rendu là. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, ça donne ça. Alors, ce qu'on voit, voilà, la ligne verte ici,
c'est les nouvelles possibilités forestières que je recalcule avec mon modèle. La première barre verte là, c'est une estimation de la possibilité forestière aujourd'hui. Puis la deuxième, c'est la prochaine possibilité forestière qu'on va calculer. Alors on voit que la possibilité forestière s'en va en montant. Elle monte quand même assez dramatiquement, là, à double, même plus, sur l'horizon de 30 ans. Cependant, le volume que mon modèle prévoit, qui est économiquement viable, qui vaut plus que rien, ben lui, il chute. Ça fait que tandis que notre modèle de possibilité forestière nous prédit qu'il va y avoir une surabondance de fibres si on continue le long du chemin qu'on poursuit en ce moment, ben, moi, je prévois qu'il va y avoir de moins en moins de fibres qui va être même potentiellement attirante pour une industrie qui voudrait la consommer. Et ça, c'est juste pour un cas modèle que j'ai fait. Ce n'est pas pour tout le Québec, on ne généralise pas. Mais c'est pour vous montrer que ça se peut que le modèle de possibilité forestière ne prévoit pas, en fait, la disponibilité de fibres. Ça ici, moi j'appellerais ça une rupture de stock. Parce que là on a fait une promesse ici qu'on aurait ce volume-là en perpétuité. Puis 30 ans plus tard, il y en a juste la moitié qui est disponible. Selon moi, ce n'est pas strictement fidèle à l'intention du calcul. On a fait un nouveau modèle qui en fait anticipe le biais que je vous disais, le fait qu'on va consommer moins que la possibilité au complet, et qui fait une nouvelle possibilité, qui est la possibilité maximale qu'on pourrait avoir en anticipant qu'on ne voudra peut-être pas tout le bois. Ben, le fait d'avoir ramené ce biais-là et de l'avoir éliminé dans le modèle, ça fait en sorte qu'on ne surestime pas systématiquement la possibilité, et cette espèce d'effet de décalage qu'on a vu là, on peut voir ici que les périodes ici sont semblables et ils ont baissé. Ça donne une plus grande stabilité. Ce qu'on souhaitait faire dans le calcul dès le départ, c'était de stabiliser la disponibilité de fibres dans le temps, de sorte à ce qu'on prélève le maximum de bois aujourd'hui sans compromettre les générations futures. C'est le bout de sans compromettre les générations futures qui est essentiel. Là. Alors ici, je trouve qu'on compromet peut-être les générations futures. Là, on bouffe tout ça aujourd'hui, puis on laisse ça pour plus tard. C'est pas du tout cohérent avec notre intention. Ici, la ligne abaisse encore un petit peu, mais elle est beaucoup plus stable. Alors, c'est une amélioration. Je mets les deux, un par-dessus l'autre. Ça, c'est la disponibilité de fibres dans le scénario actuel. Ça, c'est la disponibilité de fibres dans mon scénario amélioré. La fibre que moi, je simule qu'elle serait économiquement viable pour qu'une industrie aide à récolter. Alors, on peut voir qu'il y a une chute initiale de disponibilité, mais qui vient éviter le creux du trou ici, qui, je crois, est fidèle à notre intention, avec les contraintes de rendement soutenues dans le modèle, qu'on a quand même maintenu pendant longtemps au Québec. Cependant, j'ai été un peu déçu de constater qu'il fallait quasiment couper la possibilité forestière de moitié pour atteindre une certaine stabilité. Puis j'ai anticipé que je ne serais peut-être pas le seul à être déçu, que ceux qui sont déjà déçus que la possibilité forestière a baissé quelquefois dans les dernières années, ne trouveraient peut-être pas ça chic qu'elle soit obligée d'en baisser encore. Ben là, les mauvaises nouvelles, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé de façon d'éviter ça. Parce que, selon moi, ici, c'est de la surconsommation actuellement. Bon. En d'autres mots, on prévoit des possibilités forestières beaucoup trop hautes. On va écrémer le bout qu'on veut, on laisse le reste. Finalement, il reste juste du reste. Puis, quand il reste juste du reste, ben, on est rendu dans le creux du trou. Là. Ça, là, c'est à la croûte du forestier en chef qu'on parle. Il y a juste de la croûte. Cependant, j'ai fait un scénario ici qui ne règle pas le problème immédiatement, mais qui va chercher beaucoup plus de volume à moyen terme.
Ce scénario-là, c'est le scénario que j'appelle le scénario collaboratif. Puis là, vous allez me demander, c'est François qui m'a demandé, ben là, dans la présentation, qui c'est qui collabore avec qui? J'ai dit, attends un peu, je n'ai pas commencé ma présentation. Qui c'est qui collabore avec qui? Ben là, entre autres, les différentes usines qui forment le réseau d'industrie que j'ai utilisé dans ces simulations-là pour simuler la consommation industrielle, j'ai simulé plusieurs usines. Dans les deux scénarios que je vous ai montrés, vert et gris, je simule que les propriétaires des usines de bois franc, de feuillus, puis les propriétaires d'usines de résineux, ils ne se parlent pas bien. Ça fait que si il reste juste des strates mixtes dans la forêt, qui est le cas ici, et qu'il y a juste une petite usine de feuillus, qu'elle est déjà saturée, elle est capable d'en prendre d'autres, puis que puis dans ce forêt-là, il y a juste 1 mètre cube de feuillus pour 10 mètres cubes de résineux, pour vous donner une idée. Mais le résineux est complètement bloqué par le fait qu'il n'y a personne pour prendre le feuillu dans cette simulation-là. Alors, c'est ça qui cause ça, cette rupture de stock-là. Ben, ici, j'ai simulé que les propriétaires de feuillus et de résineux, ils se parlent un peu, puis ils disent, écoute, on va en trouver un marché pour ce feuillu-là. C'est ça la collaboration. Ils se parlent un peu, ils trouvent un marché. Puis là, moi, j'ai simulé un marché, là, j'ai pas simulé c'est quoi, j'ai juste simulé qu'il y en a un. Je ne veux pas régler tous les problèmes, c'est à quelqu'un d'autre de trouver c'est quoi ce marché-là. J'ai fait d'accord qu'il y en avait un, puis que ça coûtait de l'argent. Alors, les preneurs de résineux qui veulent plus de bois, qui sont bloqués par le fait qu'il y a juste des strates mixtes dans la forêt ici, doivent payer un prix pour faire disparaître le feuillu problématique. Ils font disparaître, je ne sais pas, là, ils payent des coûts de transport pour l'envoyer chez le voisin. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec le feuillu. Ben, là, quand ils ont réussi à se débarrasser du feuillu qui bloque toute la patente, là, on peut aller les chercher, les strates mixtes. On peut aller les chercher même dès la première période. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici et pour le restant de l'horizon? C'est une forêt qui correspond mieux aux besoins de l'industrie parce qu'on a été capable de faire le meilleur plan possible qui va chercher le volume qu'on doit aller chercher pour créer la forêt de demain qu'on veut voir. Alors, c'est ça le bout de collaboration. Il y a plusieurs endroits au Québec en ce moment où, selon mes investigations, il y a un problème semblable qu'on a une surabondance de feuillus de basse qualité dans des strates mixtes qui n'a pas trouvé preneur depuis longtemps, parfois des décennies. On a sauté par-dessus pendant longtemps. Puis, à bien des endroits, ça ne nous a pas encore complètement pété dans la face, mais ça commence à être difficile de trouver des peuplements mûrs à la récolte qui valent cher, puis qui ne sont pas trop loin du chemin, puis que. Cependant, il y a encore une surabondance de peuplement pas loin des chemins, potentiellement intéressant, avec beaucoup de résineux de haute qualité, de haute valeur, mais barrés, mélangés avec du feuillu qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, bref, ce que je signale ici, c'est que ça serait essentiel que le processus de calcul de possibilités forestières non seulement anticipe la consommation industrielle, comme j'ai fait, parce que ça permet de stabiliser nos prévisions, mais aussi que lorsque la possibilité forestière, admettons le forestier en chef, constate que celle-ci est très basse, parce que le modèle est bloqué par l'absence d'un preneur de feuillus, je pense que ça serait idéal que dans le processus de planification, il y aurait un mécanisme pour aller voir les gens de l'industrie et dire si vous nous trouvez un preneur de feuillus, on va être capable de vous donner une différente possibilité forestière. Il devrait y avoir une interaction là. Et cette interaction-là a des bénéfices quand même significatifs. Dans ma simulation ici, là, dans le meilleur moment, on triple la disponibilité de volume à une des périodes. C'est quand même intéressant, c'est pas négligeable. Qu'est-ce que ça coûterait d'avoir cette discussion-là? Je pense que ça coûterait moins que la valeur de toute cette fibre-là. C'est un peu ça que je voulais amener aujourd'hui. Risque de rupture dans mon titre, il est là. Opportunité de collaboration, c'est le fun, il se trouve au même moment.
Fait qu'on pourrait soit être en train de fêter, ou on pourrait être en train de pleurer dans le fond de notre pinte de bière. C'est à nous de décider dans quelle direction on veut aller. Je vais vous montrer quelques constats qu'on a faits avec le mécanisme de modélisation que je vous ai montré. Quelques simulations additionnelles qui m'ont surpris. Des choses que j'ai appris en regardant un modèle qui, en passant, c'est un modèle de l'unité d'aménagement 3153 qui est juste au nord ici, avec un réseau de consommation d'usines complètement fictif, bidon que j'ai inventé. Mais je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas trop de preneurs de feuillus, justement pour que ça me mette d'en face. Je n'ai pas fait ça pour trafiquer le modèle, j'ai fait ça pour illustrer que quand on ne va pas chercher toute la possibilité et que le sous-ensemble qu'on va chercher, on tire beaucoup plus fort sur une essence que l'autre, que ça cause des risques de rupture. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. J'ai fait rouler ce modèle-là en mode, ce que j'appelle biniveau, là, ici. Là. Le même modèle qui fait stabiliser la possibilité forestière, je l'ai exécuté plusieurs fois. Alors, c'est les variantes du scénario stable que je vous montre ici. Je l'ai réexécuté plusieurs fois en faisant varier différents paramètres. Puis moi, ça m'a surpris ce que ça donne. Avec le scénario gris que je vous ai montré tantôt, il est ici. Là. P, c'est P30, on planifie la possibilité forestière sur 30 périodes, mais nos plans d'opération, on les fait sur une période. Donc là, ça donne ce scénario-là. Puis la petite boîte ici, elle montre la variation le long des 30 périodes. Ça fait que quand les petits moustaches sont plus éloignés, ça veut dire qu'il y a plus de variation à l'intérieur de la simulation. Ce que je montre, c'est que si on réussissait à exécuter parfaitement notre plan de possibilité forestière, ben là, on aurait non seulement une possibilité forestière moyenne plus élevée, mais elle serait beaucoup plus stable. Mais là, parfaitement, là, moi je parle, là, on prend la solution qui sort de Woodstock, puis on s'en va dans la forêt, puis on récolte exactement ces strates-là. On sait qu'on ne fera jamais ça. C'est le meilleur des cas. Bon. Ici, j'ai fait une variation un peu du cas idéal, puis ça chute assez rapidement. C'est le fun de savoir que de planifier sur des longs horizons puis d'exécuter notre plan parfaitement, ça donne le meilleur cas. Ça, c'est bien de valider ça parce que c'était mon impression que ça devrait donner ça. Cependant, il y a des choses qui ont été surprenantes dans ces simulations-là. Ici, je fais une possibilité forestière sur une période, 5 ans. Je ne regarde jamais plus que 5 ans à l'avance. Regardez la moyenne. C'est à peu près le même chiffre que ce qu'on fait là. Ah, j'étais surpris qu'on puisse faire la possibilité forestière sur une période, puis que ça donne la même affaire. Cependant, la variation est beaucoup plus grave. C'est qu'il y a il y a moins de stabilité. Okay? Mais ça c'est pas surprenant. Mais le fait que ça donne la même possibilité forestière moyenne, ça, j'étais vraiment surpris. Ça veut dire que des fois, quand on planifie sur seulement 5 ans, on va chercher beaucoup plus de bois, puis des fois, on va en chercher beaucoup moins, puis des fois, on va en chercher beaucoup plus, puis des fois, on va en chercher beaucoup moins. En moyenne, ça donne la même chose. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça. Je parlais avec le doyen, Robert Beauregard, de son rapport qu'il va livrer au ministre bientôt. C'est un de ces constats qu'il faudrait regarder une possibilité forestière plus à rendement variable qu'à rendement soutenu et voir si ça pourrait être bénéfique d'un côté économique. C'était une de ses recommandations à ma connaissance. Ici, j'ai simulé un peu cette recommandation-là, puis ça confirme que ça pourrait être intéressant. Aussi, on peut voir que si on simule une possibilité forestière sur juste 5 périodes, comme ici, ou sur 10 périodes, ou sur 20 périodes, ou sur 30 périodes, Caroline de Ville, ça se ressemble beaucoup, là, ces affaires-là. Ça fait... Il faudrait peut-être regarder si c'est strictement nécessaire de calculer des possibilités forestières sur 150 ans, parce que ça fait super longtemps qu'on fait ça, puis ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait une démonstration rigoureuse scientifique que c'est strictement nécessaire de le faire sur 150 ans. Et souvent, j'entends le forestier en chef me dire qu'ils ont de la difficulté avec leurs modèles. Leurs modèles sont rendus super gros, que ça prend trop longtemps à exécuter,
que ça fait péter la machine, ils sont obligés de faire, des fois, revenir des consultants pour les aider que ça passe. Ben là, s'il y avait moyen de couper l'horizon de moitié, puis de simuler sur 15 périodes, puis que ça donnerait la même moseuse d'affaires, ça réglerait beaucoup de leurs problèmes technologiques d'un seul coup, puis ça laisserait du lousse un peu peut-être pour examiner des choses qui nous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de checker avant la fin de leur cycle de 5 ans. Bon. Deux autres petits constats, ensuite on va conclure. Si je garde une portion de la possibilité forestière en réserve, on peut s'imaginer que ça va créer une espèce de stock de sécurité qui nous permet de pallier contre justement les incertitudes. Ben là, j'ai confirmé que c'est vrai. Hein? Si je mets de côté 40% de la possibilité en résineux, ben là, ça me donne un résultat super stable. Moi, mon résultat de base que je vous ai montré tantôt, ma ligne grise, là, elle est là. Ben, ouais, OK. C'est possible ma ligne avait un petit léger déclin tantôt, là. C'était possible de pallier à ce déclin-là, mais il fallait que j'enlève un autre 40% de la possibilité forestière. Ça, c'est par-dessus la baisse que j'avais déjà fait. Et là, ça, je trouve que ça coûte super cher. Et là, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Cependant, j'étais capable de simuler aussi de sur-allouer la possibilité forestière de 10%. J'en donne 10% de plus que ce qui sort du modèle. Puis la moyenne, là, Caroline, c'est quasiment le même chiffre. Tout ce que ça fait de surallouer la possibilité forestière, c'est que ça fait augmenter la volatilité, si on veut, de la solution dans le temps. Mais encore une fois, si on a décidé comme société que ce qui nous intéresse, c'est une possibilité forestière flexible, à rendement variable, ça, c'est pas nécessairement mauvais. Alors, c'est un peu surprenant qu'on puisse surallouer la possibilité forestière sans causer un déclin de celle-ci à long terme. Une autre affaire que j'ai trouvé bien surprenante, c'est qu'on a des contraintes de rendement soutenu qui disent que dans la simulation du forestier en chef, le volume doit rester à l'intérieur d'une plage de plus ou moins 5%. Donc, que ça fasse essentiellement une ligne droite, puis on a le droit de varier un petit peu. Ben, moi, j'ai fait varier. J'ai dit là, c'est pas plus ou moins 5%, c'est plus ou moins 0. Il faut que ça soit une ligne parfaite. Ou plus ou moins 1%, plus ou moins 5%, plus ou moins 10%, plus ou moins 20%, plus ou moins 50%. Là, j'étais vraiment surpris. Ça donne quasiment tout le temps la même affaire. Encore une fois, nos contraintes de rendement soutenu sont là dans le modèle depuis belle lurette. Et comme l'horizon de planification, on n'en parle jamais. On prend ça pour acquis. Ah ouais, plus ou moins 5%, 30 périodes, go. Bon. Ben là, il y aurait peut-être moyen de regarder ça parce que, encore une fois, ces contraintes de rendement soutenu-là sont super structurantes sur la solution qui sort du modèle. Alors, des fois, quand notre forestier en chef nous dit « Ah, ben là, on ne peut pas, on a les mains liées, etc., etc. », ça serait possible que dans certains cas, il y ait plus de marge de manœuvre que ce que leur modèle nous dit. Si on relaxait un peu ces contraintes-là, puis qu'on avait fait une démonstration rigoureuse que ça ne causait pas de problème côté stabilité ou possibilité forestière. Dernière chose que je vais vous montrer, j'ai permis ici de sur- ou de sous-allouer de 10% de la possibilité forestière de façon aléatoire à chaque période. Alors, ça permet qu'on donne un contrat à l'industrie, voilà votre possibilité forestière, faites ce que vous voulez à l'intérieur de plus ou moins 10% de ce chiffre-là. C'est pas en tout pareil que ce qu'on fait là. En ce moment, la possibilité forestière, c'est un maximum absolu dans la plupart des cas. On l'interprète comme un maximum. Ben ici, je ne l'interprète pas comme un maximum, mais comme une moyenne. Tourner autour de ce chiffre-là. En autant que la consommation industrielle est bel et bien distribuée aléatoirement autour de la moyenne. Pas qu'ils prennent toujours plus. Ça n'aurait pas fonctionné. Mais en autant qu'elle est distribuée de façon aléatoire autour de la moyenne, le scénario stochastique que je montre ici, c'est le scénario où j'ai permis d'aller plus ou moins. Ça donne exactement la même réponse après 30 périodes que le scénario où je ne permets aucune variation. Ah, ça aussi, j'ai trouvé ça surprenant. Donc, de permettre une flexibilité pour traduire dans la réalité, je pourrais dire, des fois, l'industrie a besoin de plus de bois, des fois, ils en ont besoin de moins. Ben, si on pourrait faire une interaction entre le forestier en chef et les industries pour prévoir, ah, là, cette année, ça nous en prend beaucoup, les marchés sont bons. Mais là, oh, là, ça nous en prend moins. Puis
qu'il y avait une communication de ça, ça serait peut-être possible d'aller chercher plus de bois quand on en a besoin, puis moins quand on n'en a pas besoin. Donc, il y a du jeu, là. Du jeu qui n'est pas là dans le système en ce moment. Bon, ça fait que, en conclusion, notre nouvelle méthode de calcul est plus réaliste parce qu'elle prend en considération la consommation de l'industrie et la création de valeur. Et notre approche de simulation à horizon roulant, donc le fait de simuler les calculs futurs, m'a permis de vous montrer les constats que je vous ai montrés à l'écran tantôt. C'est des choses qu'on ne peut pas voir en faisant juste un calcul de possibilités, à innover et à collaborer pour un avenir durable. Et quand François Hugues m'a demandé qui peut collaborer avec qui, là, ben moi je pense que tout le monde devrait collaborer un peu plus avec tout le monde. Le gouvernement devrait collaborer avec les chercheurs pour nous lancer des projets et des problèmes intéressants, puis ensuite peut-être avoir une plus grande écoute quand on fait des recommandations qui sont appuyées d'études rigoureuses. L'industrie devrait collaborer entre eux et il devrait aussi avoir une collaboration beaucoup plus étroite entre les instances gouvernementales et industrielles parce qu'ils pourraient tous les deux gagner à atteindre ce qu'ils veulent en se parlant et en s'échangeant un peu selon les simulations que j'ai faites ici. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Grégory. C'est franchement très, très, très intéressant et compréhensible. Donc, merci pour ça. Pour poser des questions, je vous demanderai de poser la question dans le micro pour les gens qui vont voir la présentation sur le web. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. C'est dedans. Oui. Oui, Michel Chabot. Moi, je trouve ça très intéressant. Dans un contexte, moi, j'ai travaillé dans le domaine de la protection des forêts pendant toute ma carrière, puis entre autres avec les épidémies d'insectes comme la tordeuse ou les feux. On sait qu'il y a quelques possibilités, là, je ne sais pas maintenant, ça fait quelques années que je suis encore du système, hein. C'est la question de, quand on parle d'évaluer la consommation, la récolte, puis d'évaluer la croissance. Imagine que tu parles d'une croissance nette, dans le sens que, oui, il y a des arbres qui croient, qui poussent. Il y en a d'autres qui meurent, pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est la croissance nette. Comment tu aborderais ça dans le contexte de variabilité, si on peut dire? Parce que la question, par exemple, des feux ou des épidémies d'insectes, c'est un peu stochastique. C'est pas uniforme d'année en année, le prélèvement qui se fait par rapport à ça. Oui. Super bonne question. Et je vais donner une réponse très vraie, mais si vous en voulez plus, là, on en reparlera après parce que finalement, c'est une question très complexe. Il y a plusieurs gens qui ont passé leur carrière au complet à essayer d'y répondre avec un succès limité. Mais bref, les courbes de croissance qui sont les intrants principaux du modèle de croissance dans la possibilité forestière, c'est des lignes. Ça fait c'est une régression d'un faisceau de données. T'sais, on va chercher plein de données, puis ça donne un gros nuage. Là, puis là, ils ont tracé une ligne moyenne à travers ce nuage-là. Puis quand on fait la possibilité forestière, on prend pour acquis que la forêt évolue précisément le long de sa ligne-là. Cependant, cette courbe-là prend en considération certaines choses, comme les effets de tordeuse, par exemple, sont intégrés en grande partie dans la croissance de ces courbes-là. C'est la croissance moyenne nette de la forêt, y compris certaines épidémies qui sont dans l'historique des placides. Bon, ça, c'est une composante. Et aussi qu'il y a eu des études qui ont démontré que, oui, il y a une erreur, en fait, elle est super grosse, à l'âge d'exploitation, l'âge de maturité. L'erreur est sur l'ordre de grandeur de au moins plus ou moins 20% de la courbe. Donc, on ne sait presque rien là, sur le vrai volume qu'il va y avoir là, sauf statistiquement, on est certain qu'en moyenne, ça va donner à peu près ce chiffre-là qu'on a mis dans la courbe. Le fait qu'en moyenne, il n'y ait pas de gros biais dans la courbe de croissance fait en sorte que des fois, on se trompe qu'il y en a plus, des fois, on se trompe qu'il y en a moins. Et quand on fait ça sur des centaines de mille de peuplements et de strates, en moyenne, ça donne à peu près la bonne réponse. Fait que ça a été vérifié que l'erreur dans les courbes ne pose pas un gros risque de possibilité forestière. Il y a même eu une étude en 2010 de mémoire
qui montrait que si on voulait pallier aux petits risques que pose cette variation-là dans les courbes, il faudrait baisser la possibilité d'à peu près 2 %. On serait protégé à 95 % du risque résiduel de l'erreur dans ces courbes-là. Il y a un 2 % qu'il faut demander. Ça, c'est pas grave. Mais ici, moi, je parlais d'un biais dans le modèle systématique d'environ 40 %. Alors, moi, je pense qu'il faudrait régler le truc de 40 %. Puis quand il va être réglé, ben là, ça va être intéressant de commencer de parler du 2 % qui reste. Mais je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre prioritaire. Puis on pourrait facilement commencer à prioriser en quantifiant le risque. Puis en commençant avec les risques qui ont le plus gros chiffre. Puis moi, je pense qu'en ce moment, le plus gros risque qui reste dans la possibilité forestière, de loin, d'un ordre de grandeur, c'est le fait qu'on n'a pas clairement adressé le volume non récolté qui a été documenté par le forestier en chef, puis tout le monde le sait que ça existe, puis je ne sais pas pourquoi, mais on ne l'a pas encore intégré dans la possibilité forestière. Et dans la merde, est-ce que vous avez tenté de modéliser la valeur plutôt que de modéliser le tas de bois? Oui. Une matrice d'utilisation qui tient compte qu'on n'utilise jamais la possibilité à 100%, mais certaines essences sont utilisées peut-être à 90%, tandis que les fruits dont tu parlais sont peut-être utilisés à seulement 50%. Ben, c'est ce que j'ai fait. Moi, ma simulation à 2 phases, là, je vais reculer un peu. C'est pas élégant de faire ça, j'aime pas ça quand les gens reculent de même, je vais le faire. Okay. Bon. Dans l'étape 1, j'essaye de simuler le comportement du forestier en chef qui, lui, fait un tas de bois. Fait que moi, ça me tenterait de faire une possibilité économique dès là. Personnellement, Greg Paradis, l'ingénieur forestier. Mais là, je me suis contrôlé parce que j'essayais de simuler la réalité. Puis la réalité, c'est que c'est pas moi le forestier en chef, puis lui, il fait ça avec un tas de bois. J'ai finalement pris leur modèle Woodstock et je l'ai refait sans modification. J'ai élagué quelques contraintes qui ne servent à rien, mais essentiellement, c'est leur modèle. Bon. Ici, dans cette phase-là, par exemple, quand j'ai simulé le comportement de l'industrie, je l'ai fait avec de la valeur. Alors, le sous-ensemble de la possibilité forestière que mon modèle simulait d'aller chercher, c'est le sous-ensemble qui permettait à un réseau d'usines de maximiser son bénéfice dans la première période. Étant donné les intrants que j'ai mis dans le modèle, ici, c'était vraiment le comportement optimal. Il n'aurait pas pu se faire plus d'argent que ça. Ça fait que si on remplaçait mon jeu de données avec des vraies données, parce que moi, ici, j'ai comme inventé le réseau, mais la méthodologie fonctionne. Moi, c'est ce que je voulais montrer, c'est que la méthodologie, elle peut être utile. Là que j'ai démontré que ça peut être utile, ça serait le fun d'essayer de faire cet exercice-là, mais avec des vraies données industrielles, puis voir ce que ça donne. Puis en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet où on va compiler tous les calculs de possibilité du forestier en chef pour toutes les UAF. Puis espérément, bientôt, je vais être au moins en mesure de faire des tests de cette deuxième étape-là avec des vraies données industrielles du Québec pour n'importe quelle UAF. Puis on va être capable de poser des questions. En priorité, il faudrait regarder les zones où il y a beaucoup de mixtes feuillus. Ça fait que Mauricie, la Nautière, Laurentide, la Web, ça serait mes priorités numéro 1 pour vérifier s'il y a bel et bien des risques de rupture semblables à ceux que j'ai vus ici, j'irai voir dans ces régions-là. Dans le fin fond d'Abitibi, il y a juste du résineux, c'est pas là que ce problème-là va se produire. Jean-Martin. Donc, réussi. Une analyse montre que la période d'horizon a peu d'impact sur le résultat. Donc, avec 15 périodes, on arrive à quelque chose d'équivalent de 30 périodes. Est-ce que ces résultats-là, c'est dépendant de la structure d'âge du territoire initial? Donc, la solution serait pas nécessairement universelle pour tous les territoires? Ah, c'est sûr qu'on peut strictement pas, de façon scientifique, généraliser quoi que ce soit de mon modèle de la 3153 et dire que ça s'applique ailleurs, sauf les choses générales. Les choses comme, on peut s'imaginer, on peut poser l'hypothèse que s'il y a plein de feuillus dans la forêt et qu'on ne récolte jamais, que ça va probablement être un problème semblable. Cependant, le truc de l'horizon puis tout le kit, c'est vraiment basé sur mon cas à moi. Cependant, il faut juste que je rappelle que les simulations que je vous ai montrées ici, là, moi j'ai le modèle, ce qu'on fait là en ce moment, là, mon modèle amélioré là, qui anticipe le comportement industriel à même la possibilité forestière. Ben, toutes les simulations que je vous ai montrées ici, c'est tout avec mon modèle amélioré. Ça fait que quand je dis que
sais, qu'on pourrait raccourcir l'horizon. On pourrait raccourcir l'horizon avec mon modèle amélioré qui anticipe l'industrie. Mais je pense que si on raccourcissait l'horizon avec le modèle du forestier en chef qui n'anticipe pas le comportement de l'industrie, là, je pense que ça nous fait perdre un temps. Bon. Puis même chose ici, c'est que c'était possible de finalement à peu près évacuer les contraintes de rendement soutenu puis que ça ne changeait pas grand-chose. Avec mon modèle amélioré dans la Vendée 53 avec mon jeu de données un peu bidon. Fait que faut juste faire attention. Je ne prétends pas qu'on peut généraliser, mais c'est des constats que je me dis, ça c'est surprenant. Moi j'aimerais être capable de voir, ça se peut-tu que ça se généralise? Ça fait que moi, ma prochaine étape, je travaille là-dessus en ce moment, c'est de faire une répétition semblable de ces expérimentations-là, mais sur plusieurs autres unités, pour voir est-ce que ça commence à être une tendance ou est-ce que c'est juste que la note que j'ai tombé là-dessus sur mon jeu de données, puis finalement, énervez-vous pas pour rien, c'était juste une belle note. On va le savoir bientôt. Ça vaudrait la peine d'être fait, puis ça peut être fait assez facilement, je travaille là-dessus en ce moment. Une question, puis c'est loin parce que tu disais qu'une région comme l'Abitibi, qui est en institut du résineux, ça n'a pas une grande influence. Mais dans un contexte, je reviens de mon expérience de protection des pinettes, un sapin qui est plus fragile que l'épinette, ça ressemble un peu à, qui a moins de valeur que l'épinette, ça ressemble un peu à la mixité de feuillus avec des résineux. Puis actuellement, on fait un calcul de possibilité SEPM. Oui. Dans tes réflexions, c'est quelque chose qu'on devrait regarder davantage. C'est une super bonne question, puis j'ai même pas pensé d'embarquer là-dedans parce que c'était trop subtil, là, mais oui, là, moi, mon exemple, feuillu, résineux, c'est pas la seule tension qu'il y a dans le système. Puis là, peut-être pas la Abitibi, il faudrait peut-être juste se tasser, de rester au nord, mais se tasser vers l'est, aller dans le fin fond de la côte nord, dans cette île, quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de sapins. Puis que ce sapin-là est fortement affecté par des épidémies. Puis que ce sapin-là, on le préfère pas, justement, à l'épinette, parce que l'épinette sèche à peu près 3 fois plus vite que le sapin. Et toute autre chose étant égale, on préfère toujours avoir de l'épinette versus du sapin. Si on a des énormes massifs de sapin, ben on va juste faire le tour de ces énormes massifs-là, puis on n'ira pas taper dedans plus qu'il faut. Puis vous avez entièrement raison. Si on a une possibilité forestière SEPM, qui ne fait pas la distinction entre le sapin et l'épinette, mais que quand on constate jour à jour, on saute toujours par-dessus le sapin, puis qu'on va toujours chercher l'épinette, il va y avoir potentiellement des ruptures d'épinette qui pourraient ressembler un peu à ce que j'ai constaté ici. Puis le modèle de possibilité forestière pourrait simuler que le SEPM a une possibilité forestière super abondante, tandis que les industries sont juste pas capables de trouver leur voie en forêt, parce que tout ce qui reste, c'est du sapin, et qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans leur argent. Sur la côte nord, par exemple, il y a des marques de profit qui ressemblent à zéro, c'est-à-dire à 1%. Ça fait que si on monte les coûts de séchage de 5 ou 10 ou 15%, ben là, c'est fini, game over, là, ils ne peuvent juste plus opérer. Ça fait que s'il ne reste plus rien que du sapin à certains endroits, ça pourrait être problématique. Cependant, si on planifie de liquider ce sapin-là au fur et à mesure un petit peu, ben, on ne sera pas pogné avec juste du sapin, mais il va falloir faire un compromis aujourd'hui. C'est sûr que si on mixe plus de sapin dans nos scieries aujourd'hui, il va y avoir un petit peu moins de profit parce que ça va faire monter les coûts de séchage, puis le produit 2 par 4 qui sort est pareil. T'sais? Fait que c'est l'essence du rendement durable, c'est de faire ce qu'on peut aujourd'hui pour se faire de l'argent, mais il faut laisser quelque chose qui a de l'allure pour la génération future. Puis ça, c'est ce bout-là que je pense qu'on pourrait faire, qu'on pourrait aller plus loin dans notre planification. Merci. Moi, Grégory, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est très intéressant. Maintenant, il y a une institution qui est le bureau du forestier en chef, où il y a une multitude de professionnels qui viennent. Toi, ta relation avec eux, c'est quoi? Elle est super bonne, on est vraiment le meilleur chat. C'est vrai, non, c'est pas du sarcasme. Je m'entends super bien avec les gens du forestier en chef, puis ma relation avec eux, personnelle et professionnelle, elle est super bonne. Cependant, ils n'ont pas choisi d'adopter beaucoup de mes idées à date encore. Moi,
moi, j'ai grand espoir que ça se fasse un moment donné. Je suis un gars avec un grand espoir. Puis vous avez peut-être constaté, je suis quand même quelqu'un qui a de l'énergie, là. Puis c'est pas juste aujourd'hui. Ça fait que moi, je vais continuer à être positif puis à prendre pour acquis que si je me présente de façon raisonnable et rationnelle puis que mes propos sont appuyés de... Comme là, ça, c'est mon projet de doctorat. Je vais appuyer de 5 ans de recherche. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui va me prendre au sérieux parce que je suis ingénieur forestier, j'ai fait mon travail comme il faut, j'ai quelque chose à dire. Bon. Ceci étant dit, s'il y en a qui connaissent les jeunes du forestier en chef, vous allez remarquer qu'il n'y en a pas un dans la salle ici, mais c'est pas un accident, c'est parce qu'en fait, j'ai une rencontre majeure avec le forestier en chef, Gérard Saaz, et son équipe, qui vont être au moins une vingtaine, selon moi, peut-être plus, qui vont participer à cette rencontre-là, puis on va passer plusieurs heures à discuter ce que je vous présente aujourd'hui ici. Alors là, ils n'ont juste pas pris la peine de se présenter de façon redondante aujourd'hui, parce que ça a l'air que le ministère limite ses déplacements de ça aussi. Fait que, ils se sont dit que si on va se parler au mois de mars, que ça donne à rien qu'ils viennent boire du café avec moi au mois de février. Ben, écoute, c'est vraiment tout à ton honneur. C'est vraiment super intéressant. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui Et je te souhaite la meilleure des chances et bon succès pour la suite des choses dans tes démarches. Donc, merci beaucoup. Pour les gens qui restent, je vous invite au prochain café-conférence qui va avoir lieu le 10 mars. On va jaser cette fois-ci de la mise en marché des bois avec Valérie Lemay du bureau de mise en marché des bois. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé au cours des dernières années avec la mise en marché des bois là-bas. Et puis avec un titre un tant soit peu original. Donc ça va comme suit: 1 fois, 2 fois, 3 fois vendu, portrait de la mise aux enchères de bois en forêt publique québécoise. Donc les gens du bureau de la mise en marché des bois, ça me donne un cœur joie par rapport au titre. Et puis donc je vous invite le 10 mars prochain pour un prochain café-conférence. Merci encore Grégory, c'était super intéressant. Merci tout le monde.